nous évoquer il y a quelques instants. On en parlera dans le cadre de ce programme de ce soir. Merci à vous, Aloïs Odona, d'être avec nous ce soir. Deux autres acteurs vont nous accompagner, notamment le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Dr Marcelin Bima, il est avec nous. Il est par ailleurs enseignant dans les universités. Dr Marcelin Bima, bonsoir. Bonsoir frère. Bon retour parmi nous. Ah oui, vraiment, ça me manquait déjà beaucoup. Je suis là, je suis content d'être là. Et spécialement ce jour, et je suis sorti depuis le matin pour l'élection, parce que c'est des événements à ne pas manquer. Nous parlerons de ça. On parlera de ça dans quelques instants. Je rappelle également que vous avez été victime d'un accident de la circulation. Bon, vous allez beaucoup mieux. Oui, je vais beaucoup mieux maintenant. J'ai été victime de l'accident de la circulation et en allant à mon service. Et j'ai passé pratiquement 2 mois et demi. C'est pour cela que je n'ai pas pu être ici sur vos plateaux. Maintenant, ça va légèrement, mais je porte déjà les chaussures. C'est une bonne nouvelle pour nous. Docteur Marcelin Bima, autre acteur nous accompagne, notre consultant du soir, Abel Éric-Robert. Abel, bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas la Bible à l'entame de ce programme ce soir. Bien sûr qu'il y en aura. C'est très important à un moment où le gouvernement a achevé la mise en place des outils de la décentralisation. C'est le moment de se rappeler que nous avons attendu longtemps la mise en place des régions et l'expérience très peu concluante des communes qui elles ont été mises en place très tôt a donné raison au président de la République par rapport à une critique qui était très forte, acerbe, de ceux qui estimaient qu'il n'y avait aucune raison objective d'attendre si longtemps pour mettre en place des régions. On parlera de ça dans quelques instants, notamment avec vous ce soir et avec les autres panélistes. Et justement, nous ouvrons avec ce sujet sur les conseils régionaux. La session de plein droit s'est tenue, on en parlait déjà hier dans le cadre de Tout au clair. À raison de cette actualité forte, nous sommes obligés de marquer également un autre temps d'arrêt sur ces conseils régionaux. Abel, c'est plutôt, on va dire quoi, une consécration aujourd'hui avec ces élections à raison de cette session de plein droit qui s'est tenue à travers le pays, dans les 10 régions d'ailleurs. Pour nous qui étions d'accord avec la décentralisation, et pour nous qui défendons l'État unitaire, il était important pour réduire la capacité de nuisance de tous ceux qui proposent au pays des aventures avec la question du changement de la forme de l'État. Il était important, et ça a été l'une des expressions les plus fortes au grand dialogue, la mise en place des régions pour achever la mise en place des organes de la décentralisation. Donc nous sommes contents que le président soit allé au bout. Les régions sont mises en place. Nous sommes aussi de ceux qui pensent, je suis de toutes les façons de ceux qui pensent que ceci justifie cela. Il fallait effectivement attendre aussi longtemps, parce que les communes ont beaucoup peiné à donner des résultats qui auraient pu motiver qu'on aille plus vite. Et je crois que c'est une raison assez valable pour qu'on ait patienté, pour qu'il y ait une forme de maturité au niveau de la gestion communale d'abord. Mais quand on a fini de dire ça, ça nous amène à une conclusion logique. C'est vous qui disiez tout à l'heure que on n'aura pas un morceau choisi aujourd'hui. On en a. Dans le livre de Proverbes, chapitre 9, verset 6, le roi Salomon, qui est considéré dans la mythologie judéo-chrétienne comme un homme sage, dit quitter les personnes inexpérimentées. Quitter les personnes inexpérimentées et rester en vie.
Comme quoi, nous attendions qu'au moment où on va mettre en place le dernier palier des organes de la décentralisation, c'est-à-dire les conseils régionaux, eu égard à l'importance des missions conférées aux conseils régionaux, nous attendions que le RDPC, qui a tous les droits de bien de gérer sa victoire, qui est une victoire légitime, il a connu l'importance des conseils municipaux. Il ne s'est donc pas amusé avec les élections municipales. Il a su que les victoires au niveau municipal détermineront ses positions au niveau régional. Et donc, conséquence? Donc, en fait, on n'a pas à venir envisager de gérer ces victoires avec lui. Nous qui sommes de l'opposition, on aurait dû nous-mêmes savoir qu'il nous faut gagner les municipales pour envisager d'avoir un mot à dire au niveau des régions. Mais quand j'ai fini de dire ça, je dis, je suis un peu embarrassé avec certains choix qui n'ont pas mis en exergue les hommes d'expérience que nous savons qui existent à l'intérieur du RDPC. C'est ça qui m'amène à être satisfait, par exemple, de l'élection de Timi à Yaoundé. On aura le temps de revenir à dessus. Je termine très rapidement, sommairement, je termine en disant que il y a néanmoins des éléments géopolitiques importants qui semblent avoir été pris en compte, notamment dans la région du littoral, et qui m'amènent à dire, c'est bien, vous avez bien fait de considérer que si le Vouri a déjà la plus grande communauté urbaine du Cameroun, il était bien que la région du littoral soit gérée par quelqu'un qui ressorte d'un autre département autre que le Vouri. Et je crois que là, le RDPC a montré son habileté en choisissant quelqu'un qui n'est pas du Vouri au niveau de la présidence du conseil, parce qu'on aurait eu le conseil, vous savez, qui va siéger, dans le Vouri, et la plus grande communauté urbaine est dans le Vouri. Il y avait là une espèce de petit embarras. On peut se contenter de ce qu'on a vu des élections sur l'ensemble du pays, pratiquement, qui ont tenu à respecter le mot d'ordre, voilà, consigne du parti. À ce qu'il paraît, oui. Je constate également une chose, c'est que au RDPC, la surprise devient de plus en plus récurrente depuis au moins les deux dernières élections qu'on a eues. Souvent, les noms circulent avant. Et lorsqu'on est sûr que les noms qui circulent sont ceux-là qui seront finalement adoubés, et on finit par avoir des surprises qui sont pour certains agréables et qui le sont moins pour certains. Pour le cas de Douala que soulignait Abel, évidemment le nom de M. Banlop n'avait jamais circulé. Et curieusement ou heureusement pour certains, ou malheureusement pour certains également, c'est ce nom-là qui est venu. Donc en fait, il a été présenté comme un homme expérimenté. Lui-même m'a dit qu'il était un homme qui était habitué à baliser les chemins. Maintenant, ce que nous attendons de part et d'autre, nous qui sommes à Douala ou à Yaoundé, ou en tout cas le monde entier regardera Douala par exemple, et attendra que le conseil régional joue pleinement son rôle. Que ce soit à Douala, que ce soit ailleurs, parce que ce qui tient les Camerounais à cœur, c'est d'avoir des régions autonomes, en vérité, qui impactent positivement sur la vie des concitoyens. Il ne servira pas à grand chose à avoir un Tchimevuna à Yaoundé pour que Tchimevuna n'ait pas la même pugnacité, n'est-ce pas, qu'on a vu lorsqu'il était délégué du gouvernement. Sinon, les gens du centre se sentiraient un peu gênés. Eux qui ont soif, n'est-ce pas, du développement, et que chaque fois qu'on leur dise qu'il n'y a pas assez de moyens, n'est-ce pas, pour que vous soyez décentralisés, pour que vous soyez développés. Pareil à Douala, pareil partout où on a vu des conseils régionaux. Le vent est donc pratiquement en train de passer.
vivement qu'on voit les conseils régionaux à l'œuvre et que, par exemple, ceux qui viennent de la partie anglophone commencent déjà à trouver des solutions à leur niveau pour que la crise qui a cours de ce côté-là, au moins, ait de nouvelles solutions. Alors, Dr Belma, devrait-on dire, on prend les mêmes, on recommence, parce que pratiquement, ce sont des visages qui étaient connus de la scène politique. Si on prend le littoral, le président Banlok qui arrive était député de la nation, il a servi, je pense, 2 mandats à l'Assemblée nationale. Dans la Constitution, il y a des noms qui reviennent. Monsieur Luinda, qui va s'occuper des affaires, est un ancien dans les affaires publiques ou parapubliques et même au sein du RDPC, un peu plus dans le centre. Gilbert Timiebouna, ex-délégué du gouvernement, président de région aujourd'hui. Pas dire ici félicitations et bon courage à Honorable Banlok, qui est le tout premier président conseil régional du littoral. Je ne vais ne pas dire aussi félicitations aux belles dames qui sont dans son équipe. Maintenant, vous avez parlé de ces anciens. Vous n'avez pas parlé de l'Est. Je voulais dire ici particulièrement félicitations au président Moussa Blaise. Président Moussa Blaise qui est de notre génération, qui est président du Conseil régional de l'Est. C'est déjà quelque chose. Bon, nous disons, dans le RDPC, on fait ses classes. On fait ses classes. Vous avez vu les partis qui ne font pas leur classe, où il n'y a pas de classe. Où on prend des gens n'importe comment, et puis ça devient n'importe quoi demain après-demain. Vous voyez que vous venez de dire, c'est les étapes. Président Banlok a été maire. Président Banlok a été député. Président Banlok maintenant est devenu président du conseil régional. Vous voyez que c'est des classes qu'on fait. C'est des expériences. Il fallait être dans la salle ce jour. Moi, j'ai été satisfait. Pour une première fois, je croyais que ça allait être vraiment du balbutiement, même comme il a dit que c'était le cas, mais ce n'était pas le cas. Il a géré ce premier conseil aujourd'hui, tout le monde était satisfait. Le gouverneur était là et tout le monde est rentré satisfait. Ça veut dire que on remet la classe comme le bon père Elimbi le disait. Tout le monde donne raison aujourd'hui au chef de l'État qui a pensé qu'il fallait un bon bout de temps pour qu'on arrive au régional. C'était programmé et le temps que nous avons eu avec les maires, les gens ont balbutié. Aujourd'hui, nous sommes contents de cette effectivité de la chose. Nous pensons que, en dehors de ce que nous venons de dire, nous attendons le maçon au pied du mur. D'ici peut-être quelques temps, nous voudrions que, parce que les régionales représentent le développement au quotidien de proximité, nous voulons voir ce développement dans la proximité. Donc, nous pensons que le président Banlok et les autres qui ont eu mandat aujourd'hui savent que d'ici quelques années, d'ici 5 ans, ou bien d'ici 3 mois, 5 mois ou 10 jours ou 100 jours, ils doivent commencer à montrer qu'ils sont sur le terrain et que la population attend, toute la population attend que le développement, que cela change, que leur quotidien change. C'est de ça qu'il est question. Donc pour moi, je pense que le comité central, le parti et le président de notre parti a su placer des gens qu'il fallait à la place. Abel, des technocrates ou alors une espèce d'embrigadement du RDPC autour de RDPC également a choisi des gens pour assurer la gestion. Non, si on voulait mieux faire, si on voulait mieux faire que lui, on n'avait qu'à s'organiser pour gagner les élections. Il faut qu'on sorte de ce comportement où les gens qui perdent, c'est eux qui savent qu'est-ce qu'il faut faire. Laissez le RDPC. Les histoires de le RDPC a pris les mêmes, il recommence. Est-ce que c'est vous qui savez qui sont ceux qui sont bons à l'intérieur du RDPC? On peut se mettre sur les technocrates alors. Le problème, c'est qu'ils connaissent bien les rouages de l'État. Quand on entend toutes les récriminations que les gens au niveau municipal font, vous comprenez que déjà au niveau municipal, et ça a été mon propos au grand dialogue, qu'il faut relever le niveau intellectuel et de formation
des gens qui s'occupent des collectivités territoriales décentralisées. Le temps où on prenait, parce que la loi ne dit rien, hein, la loi dit qu'il faut savoir lire et écrire. Point. Pour être candidat. Et à cause de ça, on s'est retrouvé avec des maires qui finalement, puisqu'on ne teste pas pour savoir si tu sais effectivement lire et écrire, puisque aucun diplôme n'est à joindre dans le dossier de candidature, on s'est retrouvé avec des maires qui avaient de la peine à savoir lire et écrire. Donc, vous comprenez que la complexité de la conduite des affaires publiques ne s'accommode pas d'un faible niveau de préparation intellectuelle, grosso modo. Je suis pour que le Cameroun met beaucoup d'argent à former les enfants. Okay. Et aujourd'hui, le Cameroun a des gens assez formés dans tous les secteurs. Laissons que ces gens-là conduisent les affaires publiques. Et c'est que les gens conduisent les affaires, et au lieu d'apporter de l'innovation, d'apporter la plus-value, ces gens qui sont arrivés à ces affaires-là les détruisent ou alors ne donnent pas le résultat escompté ou attendu par les populations. Mais le fait d'être bien formé ne garantit pas que vous serez un bon président de conseil régional ou de maire. Sauf que vous partez avec un préjugé favorable que celui qui n'a pas la qualification, directeur financier ou ci ou ça. Pourquoi on ne dit pas que bon, on s'en fout de l'expérience? L'expérience existe, la Bible nous dit quitter les personnes inexpérimenté. Pour dire donc que même la Bible nous dit qu'il y a l'expérience. Parce que comme nous dit un vieux proverbe rwandais, tu as beau naître très tôt le matin, te lever très tôt, tu trouves que la route t'a précédé. Donc quand tu pars avec l'expérience, tu pars avec des outils importants. Et les missions dévolues au conseil régional, compte tenu de 26 ans pratiquement de communes sans bon résultat, on ne peut pas envisager d'attendre aussi 26 ans avec les régions. Donc, on devait être capable de tirer les leçons de la façon dont on a géré les communes, comment on a choisi les gens qui devaient gérer les communes, pour qu'on ne recommence pas à mettre en place les régions avec le risque que en 5 ans, 10 ans, qu'on n'ait pas de résultats. Alors que nous demandons au centre de transférer. Parce que comme tout le monde demande au centre de se délester, comme on est parti là, si vous n'avez pas l'eau dans vos régions, ne dites pas que c'est Yaoundé. Si vous n'avez pas vos routes, ne dites pas que c'est Yaoundé. Parce qu'aujourd'hui, les communes ne font rien parce que tout le monde dit que oui, Yaoundé ne nous laisse pas, oui, Yaoundé ne nous donne pas, oui, Yaoundé. On vous a donné les communes. Non, ce n'est pas une vérité. Je l'ai dit, vous savez, quand j'étais au Grand Dialogue, les maires étaient dans la salle. Ils se plaignaient tous des préfets. J'ai pris la parole. J'ai demandé au préfet qui était assis là devant, mais on dit que c'est vous qui bloquez la décentralisation. Et vous ne dites rien. Vous ne nous expliquez pas si c'est vraiment vous. Les préfets, ce n'est pas eux qui bloquent la décentralisation. Qui bloque la décentralisation? C'est l'incompétence qui bloque. Je l'ai dit, c'est l'incompétence. Sur 5 ans, ne sont pas capables de monter des dossiers. Faites un reportage auprès du FECOM. Vous verrez comment les dossiers qui arrivent au FECOM ont de la peine à être bancaires. Bon, quand je dis ça, je reviens sur l'essentiel pour dire que je voudrais encore dire qu'il y a quelque chose de bien qui s'est fait. Non seulement on a réhabilité le commandement traditionnel en disant que si la colonisation a exclu le commandement traditionnel dans la politique, la conduite des affaires publiques, pour le reléguer au simple rang d'auxiliaire de l'administration, aujourd'hui, le commandement traditionnel est impliqué dans les chefs. En occupant les places de vice-président ou alors de secrétaire, on va dire comme ça. En étant membre de l'exécutif régional, c'est déjà très important. D'accord. En étant maintenant dans l'exécutif régional, si on m'avait demandé, j'aurais dit, comme les politiques sont présidents du conseil, que le premier vice-président soit du commandement traditionnel. Mais il me semble que dans le cas du littoral, il y a une matière à satisfaction
le vice-président, parce qu'il ne faut pas qu'on confonde le premier vice-président et le vice-président. C'est deux postes différents, avec une préséance totalement différente, qui émane même de la différence des modes de désignation. Vous savez que le premier vice-président, lui, il est élu au suffrage uninominal et à la majorité absolue. Alors que le vice-président est dans un scrutin de liste. Bon, maintenant, on a quand même eu au littoral, et je crois que vous avez relevé cela, dans beaucoup de régions, qui sont issus du commandement traditionnel. Cette place a été dévolue aux membres du commandement. C'est une bonne manœuvre. C'est une bonne manœuvre. La deuxième place de secrétaire a été dévolue aussi à quelqu'un qui vient du commandement traditionnel. Donc, à peu près, on peut considérer que dans la quasi-totalité, on a impliqué le commandement traditionnel dans l'exécutif régional. C'est une bonne chose. Alors, malheureusement, vous l'avez relevé tout à l'heure, un Gilbert Timevuna qui revient aux affaires. Certes, Abel pense qu'il faut davantage travailler avec des hommes d'expérience, mais au-delà... Et il en est un. S'il vous plaît. Il en est un. Au-delà de cette expérience, ne devrait-on pas faire confiance à la nouveauté? Puisque aussi, il faut le dire, les Camerounais attendent de la nouveauté, attendent de nouveaux visages, attendent de nouvelles petites expériences pour faire face au défi de la décentralisation. Bien. Certes, vrai, nous sommes de ceux qui pensent que de temps en temps, il faut accorder la place à la nouveauté ou à la jeunesse pour être un peu plus direct. Mais je crois que pour l'espèce, pour le cas d'espèce, lorsqu'on observe vraiment, on a le sentiment que c'est du déjà vu. Si vous avez Madame Elomo Tonga, vous avez Dr. Ba, vous avez au secrétariat dans le centre. C'est des gens qui ont une expérience certaine. Vraiment certaine, on les connaît. Mais malgré l'expérience pour certains, il y en a qui n'ont pas vraiment fait chorus, il y en a qui n'ont pas été acceptés partout. Maintenant, pour revenir à votre question, je suis de ceux-là qui pensent que pour le cas d'espèce, il fallait mélanger. Et je pense qu'on a vraiment mélangé un tout petit peu. Vous avez des gens expérimentés. Si pour revenir à votre cas, de celui de Yaoundé, ce Timevuna n'est pas quand même un kidam, n'est pas un non-aime. Il est connu, il est un homme pragmatique. On sait bien que c'est un homme qui aime entreprendre, qui aime innover. Si vous prenez Yaoundé avant Timevuna et que vous le reprenez après lui, vous comprenez que il y a des choses qui ont été faites. Et donc, sur le plan innovation, c'est un monsieur qui a beaucoup à démontrer. Maintenant, est-ce qu'au niveau régional, il saura faire confiance même à son entourage? Je crois que Timevuna, pour son cas par exemple, pendant de longues années qu'il a passé à la communauté urbaine de Yaoundé, a prouvé qu'il sait faire avec le bloc et que son cas, à mon avis, devrait inspirer d'autres à travers la République. Que ce soit à Douala, que ce soit à l'Est, que ce soit n'importe où. Et donc, oui, on aurait pu faire confiance aux jeunes, mais pour le cas d'espèce, on a besoin, à mon avis, de jumeler pour que demain on ne dise pas que ceux qui ont donné naissance à la décentralisation n'ont pas su faire... On parle d'un nouveau-né, d'un bébé qui arrive, mais on trouve plus, permettez-moi l'expression, des has-been, plutôt que de nouvelles personnes. Prenons le cas du sud-ouest du Cameroun, c'est un ancien sous-préfet d'un administrateur civil principal qui arrive à la tête de la région, ex-sous-préfet de la 5e et de la 4e, qui se retrouve à la tête de la région. C'est pas un peu les mêmes pour recommencer. Bref, ceux qu'on accuse d'avoir torpillé même la décentralisation, ces acteurs d'administration centrale. Je retiens là ceux qui ont torpillé. Mais en vérité, ce n'est pas ceux-là qui ont torpillé, même si on peut quand même avoir le mais c'est lui qui a torpillé. Je préfère dire c'est lui qui a torpillé, c'est plutôt le chef de l'État lui-même qui a torpillé, ou alors qui a voulu volontairement retenir, freiner autant qu'il voulait la décentralisation. Parce que rien ne peut justifier le temps qu'on a mis pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui.
Qu'est-ce qui peut justifier cela? Ça revient un peu à la question qu'on va développer d'un moment à l'autre sur la corruption. Pourquoi on peut prendre des textes aujourd'hui et attendre souvent 20 ans pour les mettre en application? Pourquoi ça prend souvent tant de temps? Ce n'est pas cela qui... je comprends bien les devoirs des uns des autres, mais le principal retardataire du pays s'appelle Paul Biya. Bon, c'est lui en fait, le chef de tout. Ce n'est pas lui qui... En fait, rien ne peut se décider tant qu'il n'a pas balisé la voie. Non. C'est lui qui a retenu c'est lui qui a voulu que ça prenne tant de temps. Bon, maintenant, aujourd'hui, tout ce que nous voulons, c'est que l'enfant étant déjà né, même si c'est les has-been, on dit très souvent de manière triviale, c'est dans la vieille marmite qu'on fait de bonnes sauces, on espère que leur espérance leur permettra, n'est-ce pas, de répondre valablement aux questions de leur région. Tout simplement, malgré leur ancienneté. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que leur expérience fait d'eux des gens qui connaissent au mieux les faits, les besoins de leur région. Et donc, laissons-les. Peut-être d'ici là, on aura le temps de dire que leur expérience n'aura été que celle d'une feuille de patate, d'une feuille de tabac. Mais en vérité, je pense que ce soit le président Banlo, que ce soit Tchimévouné, que ce soit d'autres, ils sont en mesure, n'est-ce pas, de nous apporter des réponses conséquentes. Les attentes des populations sont déjà là. Quelles seront les priorités? Vous avez évoqué tout à l'heure la question en passant. Quelles peuvent être aujourd'hui les priorités de ces présidents de région? On a entendu le président Banlo, par exemple, dans sa première prise de parole devant les hommes des médias. Il s'est engagé à ce que les routes qui relient les chefs du département et d'arrondissement soient très rapidement pris en compte et aménagés de la meilleure des manières. Oui, excusez-moi, je vais d'abord assurer à M. Onana que le président n'a pas retardé. Le président a mis le temps pour mûrir. Il n'a pas retardé, mais il a mûri. Combien de temps? La situation. Pour mûrir, ça dépend de ce qu'on... La patate ne peut pas mûrir au même moment que le plantain. Donc, ce n'est pas une question de temps. Il était question que cela mûrisse. Cette situation a mûri. Je pense que l'aîné qui est avec nous ici vient de le dire, que ça donne raison au chef de l'État qui a attendu pour que cela mûrisse, parce qu'on a vu le comportement de certains des municipaux. Il fallait donc mûrir. Sauf que le temps d'attendre... Non, laissez-nous le temps. Quand on dit qu'il faut que ça mûrisse, ce n'est pas une question de temps, on court là. On ne court pas, il est mieux qu'on soit bien. Écoutez, il est mieux qu'on soit bien, qu'on commence et puis on construit sur du sable. On a une crise qui aurait pu être évitée sur la régionaux, par exemple. Le vocable qui est mieux, c'est que le chef d'État a mûri le projet et il est mûr aujourd'hui. Maintenant, vous avez vu, vous-même, vous avez dit que vous avez été en contact avec le président Banlo qui vous a rassuré. Par rapport à votre question, Frédéric, le président Banlo, comme vous avez écouté, quand il vous parle de ce qu'il connaît, parce que nous connaissons les routes de chez nous, quand il parle de ça, que c'est une urgence, c'est pour cela que nous tous ici, on est convaincus qu'on leur donne le temps de leur action, et puis maintenant nous allons venir valider et voir ce qu'ils ont pu faire. Le président Banlo ne peut pas parler d'autre chose que de la route, parce que pour arriver chez lui, ce n'est pas évident. Et je pense que le choix du président de la République, choisir quelqu'un qui vient du fond de la brousse là-bas, c'est pour mettre tout le monde à l'aise. Et il l'a dit aujourd'hui, et il nous a donné ces grandes lignes. Je pense que ça sera fait. Donnons-lui au moins 100 jours pour qu'on commence à lui dire que bon voilà, il se fait pratiquement 100 jours, nous ne voyons aucune évolution. Donnons-lui ces moyens, parce qu'on sait que s'il a les moyens de le faire, on le connaît, un baroudeur, un pragmatique. Vous connaissez, si vous connaissez son histoire, mais je pense que c'est quelqu'un qui va bien assurer et que le bureau politique, le RDPC, a su choisir dans le littoral. Alors, les hommes je vous prends un exemple. Hein. Il y a un téléspectateur qui nous écrit en nous disant bien évidemment que malheureusement on parle d'élections, mais tous les présidents qui ont été élus aujourd'hui disent merci directement au président de la République, président du RDPC. Pourquoi remercier le chef d'État alors qu'on a parlé d'élections? Et oui, s'il avait suivi cette émission dès le départ,
je pense que vous avez posé une question à Abel qui vous a répondu directement. C'est le RDPC qui a ses conseillers, c'est le RDPC qui a investi les candidats. C'est une question d'abord d'investir. On ne va pas comme ça à cette élection. Donc quand les gens remercient le chef de l'État, c'est le président du parti qui a investi. Il était question que le président investisse. Et il l'a fait dans les 10 régions et nous sommes passés aux élections. C'était d'abord ça. Ça dit que le parti dit, voici mon candidat, voici mes candidats pour tel poste ou pour tel poste. Et c'est le président de la République qui fait cela avec son équipe. Donc il est question que les gens remercient maintenant le président de la République d'avoir fait confiance à leur personne. Alors on va sortir de ce sujet. On doit attendre le maçon au pied du mur. C'est une expression courante, mais en même temps, ça ne garantit pas la confiance ou alors les attentes de ces populations qui, elles veulent voir très rapidement l'évolution des choses, qui, elles veulent voir cette décentralisation. On parle de lâcher un peu du lest pour ce qui est des compétences dévolues aux collectivités territoriales décentralisées. Bien, pourquoi on ne dit pas qu'on commence déjà à tirer à voler rouge sur des gens qui ont à peine, qui n'ont même pas encore pris service? Laissons-les. Chacun de nous a un village. Chacun de nous a forcément vient de quelque part. Et donc, on ne manquera pas. Les moyens de communication sont devenus très, très courants aujourd'hui. Partout, il n'y aura pas de route. Partout, il n'y aura pas il y aura des manquements forcément. La population, grâce au téléphone portable, par exemple, nous le dira publiquement. On saura que dans telle région, le conseil régional ne fout pratiquement rien. Maintenant, si le conseil régional pointe du doigt quelqu'un d'autre, on saura également. Bref, disons qu'ils sont nouvellement élus, ils ont remercié qui ils ont remercié, celui qu'ils ont remercié, et donc ne les condamnons pas si tôt. Attendons-les et forcément nous aurons le temps de dire ce qu'il va donner à la fin. Alors on attend de voir ce que le maçon va produire, si le mur sera droit, s'il sera perpendiculaire, rectangulaire ou autre, mais en attendant la querelle peut-être va se poser très rapidement, celle du nerf de la guerre, ce qui va donner la possibilité à ces conseils régionaux de se mettre en mouvement. Il y a aussi cela, mais nous pensons déjà, comme tout le monde, qu'on laisse d'abord ces nouveaux élus, qu'on les félicite d'abord. Ils ont le temps, maintenant ils ont mérité, et nous allons voir ce qu'ils pourront faire. Le nerf de la guerre, je pense que ça a été déjà dit, ce qu'ils auront comme dotation. Maintenant, si ça ne parvient pas, comme il vient de le dire, les moyens de communication sont simples. Si on vous donne du travail et que vous n'avez pas les moyens de faire le travail, vous allez dire. Et on saura qui n'a pas donné les moyens. Chacun doit jouer sa part de partition. Et quand si chacun joue sa part de partition, ça veut dire que nous sommes tous dévoués pour le développement. Parce que tout ça, c'est pour la population. C'est pour que la situation des uns et des autres change et que ça change positivement. Que les gens, moi, puissent aller chez moi. Que je puisse aller chez moi même en saison de pluie ou comme en saison sèche sans qu'il y ait problème. Que je puisse aller me lever à tout moment et partir. Nous qui allons au travail ici à Douala le matin, qu'on puisse aller au travail sans qu'on nous dise qu'il y a un bouchon là ou bien Isaac est en train de transporter les herbes. Bon, il faut cet ordre-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous pensons que tout ce que nous avons souhaité, les partis politiques et les autres, demander que le développement soit pris par les populations, soit pris par les populations. Nous pensons qu'il est temps et que tout le monde s'y mette. Et s'il faut faire réclamer, revendiquer, il faut le dire, il faut dénoncer. D'accord. Ah ben, toujours de cette question-là, puisqu'on l'a évoqué longuement hier, ce soir, on va pas s'y attarder, mais davantage désespoir pour ces nouveaux élus, ces chefs des exécutifs de région. Il y en a 10 sur l'ensemble du pays. Je rappelle que l'UNDP à lui seul a la responsabilité de la région d'Adamawa. Par contre, dans les 9 autres régions, c'est le RDPC. Dans la région de la région du Nord, c'est M. Alim Bouka qui est à la tête. Il a fait ses preuves au port autonome de Douala, mais également au port autonome de Kribi qui était en gestation. Il dit être fier d'assumer la casquette qu'il a sienne aujourd'hui. Donc il attend d'être rapidement sur le terrain. Doit-on véritablement être dans la même posture que ces nouveaux élus-là? Écoutez, j'étais en train de chercher un verset ici. Malheureusement, comme ma Bible a été emportée, je demande encore aux bandits.
Ils peuvent me la jeter quelque part à côté de chez moi, parce qu'ils m'ont imposé un travail fou de relire toute la Bible à nouveau. J'ai perdu de vue un verset qui dit que la beauté de la jeunesse est sa force. La splendeur de la vieillesse, ce sont les cheveux gris. Je suis pour qu'une des lourdes missions qu'on les confie aux gens qui ont une longue expérience de la conduite des affaires publiques. Je ne discuterai même pas sur ces questions. On ne prend pas des régions qui ont déjà d'énormes problèmes que le gouvernement central, en 60 ans, n'est pas parvenu à résoudre, pour donner ça aux gens simplement parce qu'ils ont la force physique et ils sont jeunes. Ça ne marche pas dans ma tête. Je suis donc pour que des gens comme les Timievuna, les Léon Bouka, par exemple, et des gens qui ont une longue expérience dans la conduite des affaires publiques soient arrivés à ces postes de responsabilité. Mais quand j'ai fini de dire ça, je reviens à ce qui m'est cher. Le juste, ce qu'on a appelé être juste dans le jugement. Le conseil régional de l'Ouest, il a... Je comprends pas ce que vous voulez en venir. J'arrive. Le conseil régional de l'Ouest a 7 membres, l'exécutif, comme tous les conseils régionaux. Oui. Aucun n'est un ressortissant d'une autre région. Au centre, On va pas recommencer cette querelle. mais moi j'ai mes combats. Oui, mais on va pas recommencer. Je ne suis pas dans une querelle, je suis dans l'exigence de ce qui est juste. Alors, j'essaie de retrouver la constitution du Conseil régional de l'Ouest dans mes fiches. Le temps pour vous de vous exprimer. Voilà. Au nord, j'ai suivi tout à l'heure au journal, tous les 7 sont qui ressortissant de la Benue, qui de tous, dans la région du Je donne nord. la composition du Nord-Abel. Oui. Président, M. Alim Boukar. Il vient de quelle région? Benue. Premier vice-président, Yaya Adamou Rebouba. Voilà. Deuxième vice-président, ou alors le vice-président, comme vous l'appelez, Sa Majesté Youssoufa Koiranga, il vient du Faro. Voilà. Les questeurs, Ahmadou Abdoulaye de la Benue. D'accord. Questeur également, Atta Julienne du Faro. Secrétaire, Tadou Claude Mayolouti. Et l'autre secrétaire, Abdoulaye Bougué, qui vient également du Mayolouti. Est-ce qu'il y a un seul qui vient d'une autre région? Non. Vous avez un seul là, parmi les 7, qui vient d'une région autre que le nord? Non. À l'ouest, c'est pareil. Pourquoi on arrive encore cette fois-ci, alors que nous nous plaignons, on revient encore au littoral, prendre un ressortissant de l'ouest pour le mettre dans le conseil régional du littoral, alors que le conseil régional de l'ouest n'a mis aucun ressortissant du littoral dans son sein? Qu'est-ce qui explique qu'on se rend coupable de quoi en ne donnant pas au littoral ce qu'on donne aux autres régions? On a donné aux autres régions la plénitude de gérer leurs affaires. Pourquoi? Qu'est-ce que fait Mbamleke dans le conseil régional? Je suis seulement, moi c'est mon combat. Non, mais c'est pas un combat. Non, c'est ça le... Non, pour vous, dans ce cas, vous me répondez. Moi, je n'ai pas de réponse à vous donner. Pourquoi le conseil régional du sud-ouest n'a aucun ressortissant dans son bureau? Nous avons d'ailleurs la composition ici. Voilà, n'a aucun ressortissant du nord-ouest dans son bureau. Pareil pour le nord-ouest. Pareil pour les autres régions. Pourquoi arriver au littoral, on ne fait pas ce qu'on fait dans les autres régions? Qu'est-ce que les gens qui font toutes ces combinaisons ont à se sentir coupables de ne pas donner au littoral la plénitude de la gestion de ce conseil régional? Bon, quand j'ai fini de dire ça, je reviens à ce qui m'est aussi cher, une autre chose qui m'est chère. Pour dire à tous ces présidents de conseil là qui viennent d'être élus, vous allez mettre en place la fonction publique locale, la toute première. Donnez du travail aux enfants de vos régions. Que les gens aillent construire leur région. À l'ouest, on ne va pas recruter un Sawa là-bas. On ne va pas recruter un Bassa là-bas. On ne va recruter que les ressortissants de l'ouest.
eh bien, que le président Ballon et tous ceux qui l'accompagnent dans l'accomplissement de cette mission sachent que, ou bien on met en place un principe de réciprocité, ou bien on ne doit pas tenir le littoral coupable de quoi que ce soit si toute la fonction publique locale du littoral, régional du littoral, est constituée de ressortissants du littoral, comme le sera la fonction publique de l'extrême nord, comme le sera la fonction publique de l'ouest, comme le sera la fonction publique locale des autres régions. Faites au littoral ce que vous faites dans les autres régions. Ne prenez pas le travail des enfants du littoral, vous donnez ça aux gens sous le prétexte que le littoral est cosmopolite, comme si être cosmopolite est devenu un préjudice pour le littoral. Merci beaucoup à vous. Alors on va rappeler l'élection des conseils ou alors des exécutifs des conseils régionaux a eu lieu ce mardi 22 décembre 2020. C'est conformément à la loi. La session de plein droit se tient le deuxième mardi après la tenue de l'élection. Donc pour ce qui est de ces conseils régionaux, les présidents sont ainsi qu'il suit. Monsieur Emmanuel Mvé Elemba, le président du conseil régional du Sud. Monsieur Alim Boukar, le président du conseil régional du Nord. Kalboussou Daniel, président du conseil régional de l'extrême nord du Cameroun. Monsieur Gilbert Timi Ebouna, président du conseil régional du Centre. Le docteur Jules Hilaire Foka, président du conseil régional de l'ouest du Cameroun. Monsieur Polycarpe Banlok, le président du conseil régional du littoral. Dr Mohamedou Dewa est le président du conseil régional de la Damawa. Monsieur Elango Bakoumaï Zakaeus est le président du conseil régional du sud du Cameroun. Monsieur Wamene Mbele est le président du conseil régional de Monsieur Nord-Ouest. Non, le Nord-Ouest, c'est monsieur le professeur Flou Angouafort, qui est le président du Nord-Ouest. Et par contre, le président du conseil régional de l'Est, c'est monsieur Moussa Blaise. Voilà, alors, je voudrais dire un petit truc, s'il te plaît. Non, je veux juste... On boucle avec ça. Non, juste pour terminer, c'est très important. Je voudrais dire que, quand nous avons soutenu le principe... Oui, quand nous avons soutenu l'orientation du président de la République qui a voulu que le président du conseil régional soit un autochtone. J'ai entendu les ressortissants de l'Ouest pérorer ici. Aujourd'hui, je n'entends plus personne pérorer. Un ressortissant de l'Ouest est président du conseil régional de l'Ouest. Enfin, l'Ouest a des autochtones. Merci beaucoup à vous, Abel Emile Besson. Enfin, l'Ouest a des autochtones. On va prendre le deuxième sujet qui parle essentiellement de la lutte contre la corruption, notamment de la CONAC, la Commission nationale anticorruption, qui a rendu public il y a quelques jours son rapport pour l'année 2019, un rapport dans lequel on a recensé pas mal de faits majeurs, notamment 11 930 dénonciations faites au sein de cette instance, la CONAC. Mais davantage, Abel, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation camerounaise, a-t-on le sentiment que véritablement tout est dénoncé à l'ECAM pour lutter efficacement contre la corruption? Pas l'ECAM. À la CONAC. Mais écoutez, le principe, c'est d'aider la CONAC à accéder aux informations qui permettent d'améliorer le résultat dans la lutte contre la corruption. Donc s'il y a des dénonciations, c'est une bonne attitude, parce qu'il ne faut pas oublier que anthropologiquement ou bien sociologiquement parlant, nous avons des populations qui ont une certaine espèce de lenteur ou d'inertie par rapport à la dénonciation. Les gens considèrent que dénoncer, c'est prendre part au malheur qui arrivera à tel et tel ou tel ancien, que vous avez des bandits, vous ne les dénoncez jamais, mais vous voulez en même temps qu'on reprime le banditisme, etc., etc. Donc, la culture de la dénonciation est une culture qu'il faut mettre en place pour que, à contrario, les gens sachent qu'ils ne sont pas coupables de leur propre turpitude. Vous avez des gens qui détournent de l'argent, vous ne dites pas que ce monsieur qui est à côté de moi ici, vraiment, regardez un peu son cas. Mais en même temps, il faut insister sur la nécessité pour tous ceux qui dénoncent
de ne pas faire de dénonciations fallacieuses, de ne pas faire de dénonciations calomnieuses, d'asseoir la dénonciation sur de bonnes informations dont on peut disposer. Faut donc pas, ce n'est pas un exercice qui doit être fait à l'emporte-pièce. N'allez pas mettre les gens en cause, tout simplement parce que vous avez discuté ensemble une femme, ou bien vous êtes deux femmes, vous discutez ensemble un homme, et vice-versa, des choses comme ça. Vous croyez que ça suffit pour devenir un agent de dénonciation auprès de la CONAC. Mais si nous avons eu 11 000 dénonciations, cela veut dire que la culture de la dénonciation est en train de se mettre petit à petit en place. Et j'encourage ceux qui le font. Oui, parce que voilà, vous voyez comment on peine à gérer la lutte contre les criminels au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que la collaboration n'arrive pas encore à prendre parfaitement. Les forces de défense demandent cette collaboration. Le gouvernement demande cette collaboration. Nous-mêmes, des élus ou bien des hommes politiques, comme moi par exemple, je suis d'accord que quand vous savez que ce monsieur qui loue ici chez vous, c'est un grand bandit, faites-le savoir à la police. Ça peut sauver des vies, ça peut aider à démanteler des gangs, etc., etc. Y compris pour les cas de corruption, y compris dans la fonction publique, où aujourd'hui, et notamment, il paraît que dans le rapport, le MINCAF est très bien placé parmi les ministères corrompus, j'en sais quelque chose. Vous n'avez plus aujourd'hui, dans un service du cadastre ou des domaines, on vend les exemples. Monsieur le ministre, les exemplaires du titre foncier se vendent. Voilà, monsieur, moi j'ai acheté 2 exemplaires à 60 000 francs chacun. Merci beaucoup. Voilà. Y a-t-il un réel impact dans ces dénonciations? Est-ce que ces dénonciations qui sont ainsi faites et qui sont d'ailleurs saluées par le président de la CONAC, la Commission nationale anticorruption, le docteur Révérend Massigams, ont-elles un réel impact dans la traque, la lutte contre la corruption au Cameroun? Alors, le président Massigams a dit que on dénonce, c'est vrai, mais lorsqu'on observe un peu la tendance des dénonciations, il y a des 5 dernières années, il y a baisse. Les gens dénoncent de moins en moins. Et là, ça devient plus intéressant parce que ça révèle quelque chose, ça révèle le découragement des gens qui attendaient que quand on dénonce, qu'on punisse. La corruption est définie comme étant le fait pour un responsable public ou privé d'accepter des dons, des pourboires pour exécuter ou non ce qu'il doit faire. Non, pas accepter seulement, les exiger même. Parfois. Oui, il ne faut pas oublier l'exigence. Exact. Et donc, des gens ont tant dénoncé cet état de choses au point où ils n'ont pas gain de cause et donc de moins en moins ils dénoncent. Mais en fait, le problème de la corruption au Cameroun, ce n'est pas tant de dénoncer, c'est parce que il y a un article qui depuis de longues années, depuis 1996, ou alors pour être gentil depuis 2006, fait du mal à ceux-là qui nous gouvernent. Il est question de l'article 66 qui veut que ceux-là qui nous gouvernent publient 90 jours après avoir été nommés ou choisis, 90 jours après, qui nous disent ce qu'ils ont comme avoir. Et c'est tous les ministres qui sont concernés, ministres assimilés. J'ai oublié le numéro 1, c'est le chef d'État lui-même. Il doit dire aux gens ce qu'ils possèdent comme avoir. Et ça semble faire peur à tout le monde. Aucun ministre n'a jamais rien dit. D'abord, notre chef n'a jamais rien dit. Et la CONAC se contente donc uniquement de nous dévoiler le nombre de dénonciations qu'elle a reçues. Est-ce qu'on peut la qualifier de petite corruption? La corruption, elle peut avoir des strates, je l'avoue, je le pense, mais c'est ceux-là qui nous gouvernent qui font la grande corruption. C'est-à-dire que quand vous parlez, je vois dans votre question, est-ce qu'on peut considérer qu'un policier qui prend 500 francs en route, ça c'est de la corruption? Oui, ça en est une.
mais qui a une incidence, à mon avis, un peu moindre que celle de celui-là qui va exiger avoir... C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Le mapartisme, pour revenir un peu à une expression qui est chère au professeur Mononjana, qui veut que chaque fois qu'on a en face de soi un dossier important, qu'on demande où est ma part sur ça, je gagne combien dans l'affaire ici. S'il n'y a pas de ma part sur ça, eh bien, le dossier peut traîner, on l'enterre. C'est là le problème. Pour que ça ait donc de l'impact, pour que la CONAC n'ait pas l'image d'un lion qui n'a ni croc, ni crinière, ni griffe, il faudrait qu'elle soit détachée de la présidence. Parce que avant que la CONAC nous fasse connaître le contenu de son rapport, elle envoie le dit rapport à la présidence. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a des problèmes. Il y a un problème qu'il faut dégager. Il ne faudrait pas que ça soit le cas, à mon avis. Parce qu'on peut lui demander, n'est-ce pas, d'élaguer encore certaines données. Il faudrait que le travail qui a été fait soit rendu public tel qu'il a été conçu. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui qu'on soit toujours en train de parler de lutte contre la corruption, Dr Biban? Parce que la corruption n'est pas finie. On va toujours continuer à parler de la corruption. Personne n'entretient la corruption. Personne n'est pour la corruption. Pourtant, il y a des corrompus, il y a des corrupteurs. Tout à fait. Ça, c'est le peuple, c'est la population, c'est le Cameroun. Ce n'est pas nous. C'est tout le monde. Dans tout le monde, il y a tout le monde. Non, pas ce n'est pas nous. Non. Ce n'est pas nous. Vous ne pouvez pas dire... Non, il dit non. Ah, il dit non. Ouais, oui, là, moi, je voulais d'abord lui dire que il n'y a pas de petite corruption. La corruption, c'est la corruption. Il voulait valider la corruption de 500. Pas valider, relativiser. Tel que vous non, il ne faut même pas la relativiser. Si, il parce faut la vérité, je comprends bien. Il faut même la corriger. Entre celui qui vole 500 francs et celui qui vous... Tous sont 1 milliard, pratiquement. Il faut commencer à coller le petit qui vole déjà 500. Justement, c'est parce que... celui qui va devenir le milliardaire le vol. Oh, justement, si on avait commencé à punir depuis 96 là. Moi, je voulais pas que vous relativisez. Même ceux qui existent 500 là auraient de la peine. Tout à fait. Mais moi, je voudrais que nous soyons ici. Parce que nous sommes ici pour éduquer. Pour dire que la corruption n'est pas bien. Même si c'est la corruption de 500, ce n'est pas bon. Ça tue le pays. Et nous sommes tous coupables. C'est pour cela que nous devons dénoncer. Nous devons dénoncer, nous devons continuer à dénoncer. La relève qu'on dénonce de moins en moins. Au début de cette affaire, on dénonçait et cela allait de manière... C'est le président qui propose donc ce qu'on doit faire pour que les gens continuent à dénoncer. Si les gens ont commencé à dénoncer de moins en moins, ça qui a un problème. Alors je relève que c'est parce que malheureusement, il y a ce climat de... Non, ça peut aussi être qu'ils ne sont pas protégés. Ça peut aussi être que les dénonceurs ne sont pas protégés. Ce n'est pas seulement demander aux gens de protéger, de dénoncer. Quand on dit ici qu'il y a la guerre, les forces armées, par exemple, demandent, les forces militaires, demandent à la population de collaborer. C'est qu'ils dénoncent. Quand ils dénoncent, il faut qu'ils soient protégés. Que le président qu'on propose aussi les moyens qui protègent ces gens. C'est aussi ça. Ce n'est pas seulement parce que on pense que ce n'est pas puni, mais sur le plan pratique, on se rend compte qu'il y a quand même évolution. Parce qu'on est parti peut-être de 10%, aujourd'hui on est peut-être à 1%. Ah oui, parce que ça a diminué. Ça a montré l'efficacité de des rapports et le travail que fait la CONAC. Moi je pense qu'il est question maintenant de continuer à peaufiner les méthodes, la méthodologie pour que cela continue à être plus efficient. C'est ça le problème. Abel, dans ce rapport qui a été rendu public en 2020, en fin d'année 2020, il y a des ministères qui sont mis en avant. Habituellement, on était traditionnellement dans un trio de tête qui était constitué de la justice, des forces armées, on va dire ainsi, et de la douane. Aujourd'hui, ces administrations ont été un peu écartées. C'est le ministère des cadastres, domaine des affaires foncières et les marchés publics qui sont davantage mis en avant comme étant les plus corrompus aujourd'hui. Est-ce que cela justifie-t-il? Chaque fois qu'une administration publique fait des efforts pour dématérialiser les transactions qui se déroulent en son sein, la corruption baisse. Quand par exemple vous êtes au niveau de la douane et que vous réduisez l'intervention de l'homme
dans les déclarations, moins de postes, etc., vous obtenez une baisse de la corruption. Parce que la prolifération de la corruption est liée au fait que tout passe par l'homme. Dans des administrations où il est difficile de dématérialiser, vous avez une persistance de la corruption. Quand vous êtes au cadastre, vous voulez qu'on vienne faire le bornage de votre terrain, et vous devez écrire au chef service départemental, il code votre dossier à un agent qui viendra quand il veut. Et si vous voulez qu'il vienne maintenant, il vous demande de l'argent. Il n'a même pas honte de vous demander plus d'argent que vous ne payez à l'État. Parce que vous allez faire un bornage, l'état de cession, ça va vous coûter peut-être 40 000 francs pour 4 ou 5 bornes. Mais lui qui descend sur le terrain, il va prendre 150 000. Bon. Vous voyez, parce qu'il y a l'intervention du facteur humain. Si par exemple, on arrive à une situation où on renvoie tous les géomètres, ils sont plus fonctionnaires, chacun va se débrouiller. Et quand vous payez à l'État pour faire le bornage, l'État vous envoie chercher vous-même votre géomètre au quartier, pourvu qu'il fasse un certain nombre de travaux conformément à une réglementation. Et pour se faire payer, vous verrez que la corruption allait baisser. Ils allaient même devenir moins onéreux. Parce que si tu es trop cher, tu n'as personne qui vient demander, etc. Donc il faut rivaliser d'intelligence. Mais quand j'ai fini de dire ça, c'est pour dire premièrement que la notion de petite corruption, elle est une notion extrêmement simpliste. Parce que vous voyez un individu qui prend 500 et un autre qui prend 1 milliard. Mais ceux qui prennent 1 milliard ne sont pas nombreux. Ceux qui prennent 500 sont extrêmement nombreux. Si vous comptez le nombre de 500 que les policiers qui font la patrouille ici à Douala prennent dans chaque vente emportée qui n'est pas fermée à 20h ou à 22h, vous comptez le nombre de francs et c'est chaque jour que la patrouille des policiers passe devant les ventes emportées. Toi et moi, on ne vit que ça chaque fois. Quand on sort de l'émission, nous allons boire. Nous avons toujours les policiers qui sont en patrouille, qui ne contrôlent personne en route et qui contrôlent seulement le bar, qui ne ferment pas. Aujourd'hui, la corruption dans ce domaine est moins exacerbée. Justement, je suis en train de dire que non, vous vous trompez. Si vous comptez dans le nombre de 500 francs qu'on prend à tous les bars qui sont ouverts hors la loi, dans la ville, dans tout le pays, chaque jour et pendant 360 jours, vous verrez que c'est énormément de milliards. La seule chose, c'est que ça ne sort pas des caisses de l'État. Et que le fonctionnaire haut placé qui fait une certaine corruption, par exemple, M. Lebou, 2300 salaires détournés, c'était l'argent que l'État payait. Là, il pensionnait dans les caisses de l'État. Mais le policier, lui, il pensionne sur l'individu. Bon, globalement, l'effet dans la société finit toujours par être le même. Ça crée un mécontentement social. Ça crée des citoyens qui ne sont pas contents de la manière dont l'État fonctionne, qui finissent par ne pas avoir confiance en l'État, avoir une espèce de relation de défiance. Quand l'État dit faites ceci, les gens n'écoutent pas parce que l'État est mauvais. L'État est mauvais pourquoi? Parce qu'il nous prend 500 par-ci, il nous prend de l'argent pour recruter un enfant au lycée, etc., etc., etc. Donc, ça amoindrit la citoyenneté. Que ce soit pour Lebou qui prenait de l'argent là-bas et dont les mauvais journaux ne parlent pas du tout, on parle seulement de Mébengo. On ne parle pas de Lebou. Alors que tous sont des prédateurs. Mais on fait comme si quand c'est pour Mébengo, c'est plus grave. Alors que pour Lebou, c'était énormément plus grave. Bon, quand j'ai fini de dire, voilà, quand j'ai fini de dire ça, c'est pour dire qu'il y a un propos qui revient très souvent que je n'aime pas. Le chef de l'État crée un organe pour mettre en œuvre sa politique et vous lui demandez de se dessaisir de cet organe.
Il ne faut pas que les gens raisonnent comme ça. C'est le point de vue d'Aloïse. Les chefs de l'État créent les collectivités territoriales, puis les gens disent non, il faut que tu quittes, laisse-nous faire nos choses, donne-nous seulement l'argent. L'État dit le chef d'État dit je dois venir voir. C'est moi qui ai créé les collectivités là. C'est ma politique. Je dois voir ce que vous faites. On dit non, on ne veut pas le représentant de l'État. Ça n'a pas de sens. Le chef de l'État crée la CONAC, il dit faites votre travail, faites-moi le rapport. Et à moi de prendre les initiatives. Tout le monde se plaint. Non, il faut laisser que la CONAC aille en justice. Si la CONAC a le mandat de qui? Pour qu'est-ce que... Mais si la CONAC se met à traîner les gens en justice parce qu'elle fait des règlements de compte, qu'est-ce que vous allez dire? C'est ça. Si vous voulez créer une république de la CONAC, où le président de la CONAC détient le pouvoir de décider, la lutte contre la corruption est un acte politique. Il faut qu'en tant qu'acte politique, qu'elle soit développée, pensée, menée par les gens qui ont le mandat du peuple pour conduire les affaires publiques. Massinga n'en a pas. Celui qui lui donne la compétence, c'est celui qui a le mandat. Comment vous demandez donc que Massinga puisse lui-même entraîner les gens en justice alors qu'il n'a de mandat il n'a de pouvoir que parce que donc il ne doit pas entraîner les gens en justice, il doit aller rendre compte au chef de l'État. Malheureusement, on a pas mal de structures qui luttent contre la corruption. Il y a la CONAC déjà qui vient de rendre un rapport qui dit qu'il y a un certain nombre de choses. Il y a à côté de cela l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, mais on a également le tribunal spécial. Seulement malgré cette pléthore d'institutions, mais aussi d'instruments juridiques, on est toujours dans un système où la corruption est la chose la mieux partagée. Bien, ça veut dire que le mal est profond et ne prendra jamais fin tant que nous n'aurons pas les punitions à la mesure de la nuisance. Ou alors c'est parce qu'on n'a pas véritablement diagnostiqué le problème? Le problème a été diagnostiqué. Vous n'avez qu'à regarder les structures qui sont créées. C'est parce qu'on sait très bien que la corruption existe. Alors comment peut-on avoir la NIF, et la CONAC, et le TCS, et on parle toujours de corruption, et jusqu'à on désire jusqu'à on désire des ministères, le ministère de la Défense, des Finances, l'éducation, le transport, qui d'autre encore, j'en oublie certains, il y en a que la CONAC, on n'a pas cité la DGSN pour devenir au cas de 500. Mais voilà le top 5 si vous voulez. La défense. Qu'est-ce qui fait que depuis qu'on a créé la CONAC par exemple, n'est-ce pas qu'on ait vu... On n'a jamais vu un colonel par exemple qui est passé devant le TCS. Bon, sinon... on dit toujours que la défense... Qui alors là-bas dans la défense pratique cette corruption puisqu'aucun colonel... Je rappelle que dans chacun de ces ministères que la CONAC pointe du doigt, il y a une cellule de lutte contre la corruption. Elle servent donc à quoi ces cellules? En fait, la lutte contre la corruption aujourd'hui ressemble beaucoup plus à un jeu, un mauvais jeu, qui est apprécié des uns des autres. C'est-à-dire que on sait que ça existe, on veut que ça finisse, mais on ne veut pas que ça finisse. Donc c'est une chose et son contraire. Sinon, comment comprendre qu'on choisisse, on met en place des textes et qu'on ait de la peine à les appliquer? Qu'est-ce qui peut, et comment donc on peut donc vouloir que ça finisse un jour? Non. Tant qu'on n'a pas puni les gens conséquemment aux actes qu'ils posent, ça ne prendra jamais fin. Si quelqu'un a volé, si quelqu'un a détourné de l'argent, mais qu'il soit puni. J'ai même au moment donné pensé que si on instaure la peine de mort, ça ferait plus de peur à certaines personnes. Mais elle existe. Peut-être que ici, au Cameroun, oui. Elle est où donc? On condamne les gens à mort tous les jours. Donc c'est que nous voulons. On ne les exécute pas seulement. Ce que nous voulons, c'est que, quand nous disons oui, on a sauvegardé 35 milliards qui auraient pu se perdre dans le règlement du port de Kébi, on a réussi à sauver les 34 milliards. Ce n'est pas rien. Alors, mais c'est que nous voulons. Appréciez d'abord. Pourquoi les gens n'accusent plus? Parce que on se rend compte que c'est comme des bandits qu'on a mis en tôle et qui ressortent encore. Il faut les punir. Ce n'est pas nécessaire. Si on a dit que X, Y a volé de l'argent et qu'on a dénoncé, que la CONAC a eu des preuves palpables, il faut traduire
Et que le TSS, par exemple, ne se contente plus, n'est-ce pas, de récupérer des fonds. Mais qu'on punit ces gens. Ailleurs, on paye 50 000 euros d'amende lorsqu'on a été surpris. Il y a des pays qui se démarrent comme la Norvège et qui peuvent servir d'exemple au Cameroun, où les ministres, par exemple, mènent un train de vie ultra léger. Ils ne sont pas considérés comme des princes, comme chez nous. Vous n'avez qu'à regarder un peu leur cortège. On dit que le ministre Travaux, le TP, c'est l'un des champions de la corruption. Tous les jours, les médias en parlent. Oh, il y a des dossiers qui... Qu'est-ce qui fait que le chef s'attarde sur ces dossiers-là pour que des gens aient peur, n'est-ce pas, de voler de ce côté? Non, tant qu'on va continuer à plaisanter, à dénoncer, à faire des rapports tout simplement, aller faire lire d'abord avant de les publier, je crois qu'on est en train de... On aura encore 1 milliard de siècles devant nous. Il faut punir les gens. Il faut des mesures, un remède de cheval, pratiquement, pour que cette affaire prenne fin. Il faudrait que quelqu'un, avant de prendre vos 500 francs, comme ça fait, c'est un montant qui est revenu, qu'il ait peur, que je ne sais pas qui me regarde, peut-être instaurer une police de la corruption. Une police. Une année là, on a instauré la police qui doit protéger les diplomates. Mais où est celle qui, en back office, lutte contre la corruption? C'est-à-dire que la police de la corruption. Peut-être qu'il faut penser à elle. Pour que, dans tous les ministères qui sont pointés du doigt aujourd'hui, MINDEF, MINFI, MINCADASTRE, MINTRANSPORT, que ces gens-là circulent de temps en temps. Pour que des gens aient peur. Et qu'en dehors de cette circulation-là, qu'il y ait des punitions. Vraiment spectaculaires, si vous voulez. Quitte à se faire punir, je vous dis quoi, à se faire mal regarder, être mal vu par ceux-là qui font la promotion des droits de l'homme. Non. L'affaire nous coûte cher. Et Abel parlait de 60 millions, 60 000 francs qu'il a dépensé, je crois, pour avoir un titre foncier. On vend le cahier. Il y a donc combien de... au ministère, c'est 100 000. Quand on te connaît, comme on me connaissait, on m'a vendu à 60 000 chaque exemplaire. Vous avez également acheté? J'ai acheté, non. Ça veut dire sinon, que vous avez... mon dossier allait dormir là jusqu'à... C'est donc ce qui fait la corruption. C'est-à-dire qu'il y a un corrupteur et il y a un corrompu. Non, mais vous êtes un corrupteur. Non, on m'a contraint. Non, vous êtes un corrupteur. Mais j'ai eu le choix. Ou bien je laisse mon dossier. Il n'avancera jamais parce que les imprimés n'existent pas. L'imprimerie nationale les fabrique. Ils ne sont pas acheminés dans les régions. Et les dossiers attendent. Mais ils ont acheminé dans les régions, dans les mallettes privées. D'accord. Et donc, vous comprenez que ça ne me donne pas que le MINCAF soit cité. Ce qu'Abel a fait, c'est le quotidien. Oui. Ils sont dans le pour que ça prenne, oui, de vivre de la corruption. Tu vois des concours. Chacun connaît les mots sont nés, qui sont connus de tous les Camerounais. 5 millions pour avoir une place ici. Le choco, mouiller la barbe. Le bakchiche, ça c'est même encore le gros mot là-bas. Où m'a pas su ça. Ça dit que c'est devenu. Non. Il faudrait que, pour que ça prenne fin, pour qu'Abel n'ait plus à payer 60 000 francs fois 3 fois 4, il faudrait qu'à la fin, il dise à quelqu'un que bon, voilà, je veux telle chose. Et qu'il lui dise, où est ma part? Non. Qu'Abel soit en mesure, non pas seulement de dénoncer, mais qu'ayant dénoncé, que les agents en question, le fonctionnaire en question soit puni, tout simplement. Alors, avant d'arriver aux punitions, on est dans un système endémique de corruption. Vous êtes obligé de faire la corruption, la subir, ou alors vous pouvez vous mettre dans la peau du citoyen qui respecte les lois de la République et qui se dit je ne ferai pas la corruption et je dénonce publiquement. Oui, vous avez suivi tout à l'heure la gêne de Lémbélové, parce que vous vouliez qu'il dise qu'il est corrupteur. Mais c'est un corrupteur. Il vous dit donc, non, c'est une situation en fait, qui ne coûte rien. Voilà, moi je voulais vous dire que c'est une situation qui est camerounaise, qui est même mondiale. Qu'est-ce que ça s'appelle comment? Maintenant, une situation camerounaise. Oui, en fait, on a dit que c'est le quotidien des Camerounais. C'est pas moi qui viens de le dire. Hein. J'affirme seulement, je leur dis que ici, il est question maintenant de revoir les mentalités. Parce que moi, tout comme Abel, lui, il a un problème, il a une situation de faire
les papiers de son terrain, s'il reste là le bon citoyen, parce qu'il va aller dénoncer que il n'aura pas le cahier. Parce qu'il ne va même pas lui avoir. Qu'est-ce que je vais même dénoncer? Voilà. Donc, c'est une question. Que tu vas dénoncer? Il faut que nous pensions maintenant à revoir les mentalités. C'est une question qu'il faut revoir les mentalités. Quand on lui dit qu'il faut sanctionner. Il faut appliquer la J'espère qu'il est un père de famille. Et j'espère que quand il va rentrer maintenant, il va trouver que son fils n'est pas là, il va sanctionner. Mon frère, nous sommes dans une république. Donc, ce sont les gens que nous gérons. On tolère. On ne peut pas aussi sanctionner comme vous parlez, comme vous dites. Mais il y a des sanctions. Parce que quand vous dites qu'il faut sanctionner, c'est comme si on ne sanctionne pas. Il y a des sanctions. Mais celles que vous voulez là, ça ne peut pas se passer comme ça. Ou vous voulez qu'on commence à couper les têtes? On va couper les têtes à tout le monde finalement. On est dans un système endémique de corruption qui est déprié et déploré par les pouvoirs publics. En même temps, dans ces administrations-là, on y retrouve des espèces de cellules de lutte contre la corruption, mais sans véritable effet. Mais je vous ai toujours dit ici que les policiers sont formés pour protéger les hommes, le bien matériel et des gens contre les bandits. Mais le bandit réussit toujours. Il est question de ça et je suis fier quand vous dites que l'administration s'en préoccupe. Mais ça persiste. Ça veut dire que il y a toujours des brebis galeuses partout. Il y a des gens qui sont épris dans cette corruption, qui ne vivent que de cela. Et quand l'administration met certains organes, certaines méthodes pour combattre cela, et ils sont toujours là. Mais je pense que peut-être avec le temps, on va arriver à démanteler tout cela. Parce qu'il faut démanteler tout cela. Oui, mais vous voyez que ça va progressivement. Sauf si vous n'êtes pas d'accord avec moi que ça évolue quand même de façon positive. Non. Quand je dis de façon positive, ça veut dire qu'il y a quand même des situations qui ont été dénoncées, qui diminuent aujourd'hui. On perd moins d'argent aussi. Non, on est à 40 milliards en 2018. Non, on perd moins d'argent, divisé par 10. Ah, la CONAC fait savoir qu'on a perdu pas mal d'argent, 40 milliards en 2010 du fait de la corruption. Oui, mais on en perdait combien avant eux? Avant leur dénonciation, avant leur travail. Non, en fait, moi je veux seulement dire qu'il y a un travail. Attention, moi je veux seulement dire qu'il y a un travail qui est fait. Et qu'il faut qu'on s'y mêle tous. Que chacun mette la main dans la pâte. Parce que l'affaire de corruption, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Nous sommes tellement ancrés qu'il faut que tout le monde y mette du sien pour qu'on s'en sorte. C'est ce que je voulais dire. Enfin, on a coutume à dire que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Mais pourtant, la CONAC, à raison de ses procédures, a souvent permis de traquer ces corrupteurs ou ces corrompus. Malheureusement, on reste dans cette systématisation de la corruption. Pourquoi? Je fais partie de ceux qui pensent que, vous savez, la Bible nous dit, ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Prends-le comme ton père. Nous tous qui sommes ici, personne n'oserait critiquer son père. Paul Biya est un homme d'âge mûr. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est comment sortir des difficultés plutôt que de le critiquer. Parce que le débat tel qu'on le présente, il va aboutir à critiquer Paul Biya. Ce qui ne résout pas le problème. Mais en même temps, le discours que tu tiens n'est pas bon, même à l'endroit de ton parti que tu essaies de défendre. C'est-à-dire la dilution de la responsabilité pour dire que c'est nous tous. Quand je vais au cadastre ou bien au domaine pour demander un certificat de propriété, ici, à Douala, là à Bonanjo, si je donne le montant qu'on écrit sur le certificat de propriété, c'est 3 000. L'agent qui est là ne va même pas accepter cet argent et je n'ai pas de voie de recours.
C'est-à-dire que je n'ai pas une autorité que je vais aller saisir pour lui dire, monsieur, je veux un certificat de propriété. La dame qui est assise là ne veut pas prendre mes 3000. Est-ce que psychologiquement, quand je pars de chez moi pour chercher un certificat de propriété, je m'en vais chercher les histoires? C'est pour ça que j'ai dit que c'est pour nous. Est-ce que quand je pars chercher un certificat de propriété, je m'en vais lutter contre la corruption? Je pars chercher un service public. Sauf que l'employé qui est là va me dire que c'est 10 000. Ici à Bounandjo, on paye ici tous les certificats de propriété qu'on délivre. Vous ne pouvez pas compter le nombre de certificats de propriété qu'on délivre par jour. À Bounandjo, c'est 10 000. Et on écrit 3 000. Et vous payez. C'est-à-dire que l'État reçoit 3 000 et le réseau de corruption reçoit 7 000. C'est tous les jours. Le problème, c'est que ceux sur qui le président veut s'appuyer pour combattre, c'est eux qui sont les bénéficiaires. Ce sont les chefs qui doivent savoir que le président voudrait que, si le certificat de propriété c'est 3 000, que on le délivre au requérant à 3 000. Mais la femme qui est chargée de me prendre 10 000, ce n'est pas elle qui mange les 7 000 francs là. Parce que si je pars, si c'était elle qui prenait l'initiative unilatérale de mettre le certificat de propriété à 10 000, elle ne serait plus là. C'est parce que tous ces chefs mangent dans ces 7 000 francs là. Par certificat de propriété qu'on a signé. Mais le problème, c'est que tout le monde sait que c'est comme ça. Pourquoi, si je veux un passeport, je ne l'obtiens pas? Il faut que j'aille à Yaoundé. Pourquoi? Regardez mon récépissé, regardez un homme politique comme moi. Je marche, je n'ai pas de carte d'identité. Voici ce qu'on m'a donné, qui est périmé. C'est périmé aujourd'hui. On m'a déjà suspendu mes lignes téléphoniques parce que je n'ai pas de carte d'identité. Vous devez aller faire proroger votre certificat. Déjà une fois. Oui, bon, vous allez continuer jusqu'à ce que le j'irai demain. vous soit délivré. J'irai demain. Merci beaucoup. J'ai fait ça en mars. La question que je pose, c'est que j'attends quoi pour que ma carte sorte? Comme il dit, c'est que j'attends. Qu'est-ce qui explique? C'est pas la corruption là. Ce n'est pas la corruption. Je peux l'avoir. Si je veux ma carte, je pars à Yaoundé. Je dis, si cette carte-ci, je la veux, je pars à Yaoundé et je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Et je traîne ici parce que je ne veux pas aller à Yaoundé actionner comme la produise. C'est pour ça que je traîne. C'est de ça qu'il est question. J'attends quoi? Tu fais un diplôme. Nous sommes partis de proche en proche jusqu'à arriver à une situation où tu fais un diplôme, il ne sort pas. On te délivre seulement le relevé de notes. Et tu as des enfants qui partent du certificat d'études primaires jusqu'à la fin des études d'ingénieur. On n'a pas délivré leur diplôme. Qu'est-ce qui se passe? On attend quoi? Qu'est-ce qui empêche que, avec l'informatique, les serveurs, les ingénieurs informaticiens, les imprimantes, on soit incapable de donner le bac 2 mois après la publication des résultats? Votre point de vue, c'est quoi? C'est la corruption qui engendre tout cela? C'est que, comme chacun peut différer l'accomplissement de sa mission et peut l'accélérer selon qu'on l'intéresse ou pas, eh bien, la culture de la lenteur dans le traitement, dans l'exécution des missions de service public, va donc générer les conditions critiques pour que
les gens recourent à la corruption. Alors, Si quand, je termine un autre petit exemple. Très rapidement. Je vais au tribunal en 2016 parce que le préfet de Vouri a ordonné une mission de descendre sur le terrain pour la reconstitution des limites de mes titres fonciers à Mbagna. On me tape, on emporte mes titres fonciers. Je saisis le tribunal. Le tribunal donne une ordonnance pour qu'on établisse le duplicatum numéro 2. Est-ce que vous savez que c'est ce mois-ci que l'ordonnance qui a été délivrée en 2016 a été enfin publiée dans le bulletin des avis de Magno? Vous croyez que c'est parce que je veux? Ou c'est parce que le système a été organisé de telle sorte que si le nouveau chef service administratif et financier qui est là n'avait pas eu pitié de moi, parce que lui, je lui ai rien donné, je suis seulement allé le prier que regarde-moi. Si moi-même je ne peux pas obtenir que je dépose mes dossiers ici, on publie mes ordonnances, qui le ferait? C'est la corruption également à Belle-Libre d'une façon ou d'une autre. Non, ce n'est pas la corruption. C'est la corruption d'une façon ou d'une autre, aller supplier. Donc je ne dois plus supplier le proviseur de réputer mon morale. Vous faites de la corruption morale. Ça c'est la corruption morale. Bon, je devais rester chez moi. Je suis donc resté chez moi, j'ai attendu de 2016 à 2024. Toutes ces explications montrent que j'avais raison de dire que tout le monde est impliqué. En vérité, Non, tu ne peux pas dire tout le monde est impliqué. Je ne suis pas impliqué. Je suis la impliqué. Je suis la victime. C'est toi, mais vous allez donner 10 000. Bon, ok. Tu me dis, donc, ne donnez pas les 10 000. Oui. Pour sortir de là. Je ne donne pas les 10 000. Oui. Je m'en vais affronter. Oui. Sans que vous n'ayez mis en place les moyens pour que j'ai gain de cause si j'affronte. Ça ne dit rien, mais le problème c'est que ça veut dire que quand vous donnez 10 000, vous êtes impliqué. Non, ça veut dire que ça ne donnez pas 10 000. Non, refusez la corruption. Non, ne faisons pas une apologie parce que vous voulez montrer, vous voulez diluer les responsabilités de votre régime. C'est ça le mauvais débat. C'est pas le mauvais débat. Je dis quand ce n'est pas bon, acceptez que votre régime ne pas dit que ça n'arrive pas à faire. Ça ne dit pas que c'est la responsabilité. On n'a pas dit que c'est bon. Attends. Je vous ai dit tout à l'heure que quand le citoyen que je suis, je pars de chez moi pour demander mon certificat un certificat de propriété, je ne pars pas lutter contre la corruption. Je m'en vais demander un service public. Et si vous donnez plus d'argent? Maintenant, il appartient à ceux qui vous cédez. Et ils doivent le faire sans qu'il y ait entre eux et moi une épreuve de force. Mais ça va. Alors, ils doivent le faire comme ça. Malheureusement, dans l'engrenage, est-ce qu'on est obligé de vivre la corruption ou pas? Ou alors on n'a pas le choix de la subir? Bien, la CONAC a fait une vaste campagne de communication au cours de laquelle on a vu des affiches, des petits, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, une espèce de plaques sur lesquelles on a écrit le service public est gratuit. Et dans tous les ministères que la CONAC a cités, je suis sûr que vous trouverez ces gadgets là-bas où c'est écrit le service public est gratuit. Mais seulement les cas comme ceux de Abel et Limi où on a bel et bien écrit c'est gratuit. Mais on vous demande de payer quelque chose donc pour boire, pour que... Maintenant donc, est-ce que vous êtes... Là c'est votre question, est-ce que nous sommes obligés? Oui et non. Commençons par le oui. Ne faites pas de la philosophie. Vous êtes tenu par un dossier. Vous voulez que votre dossier avance ou aboutisse. Ça fait 2 mois par exemple, 3 mois, et vous ne voyez pas de fumée blanche. Et dans le point de terre que vous voulez préserver, vous pouvez donc être tenté de donner quelque chose, un choco. Ce mot-là est connu, pour que votre dossier aboutisse. Vous avez un concours à passer. Il y en a qui préparent, n'est-ce pas, des frais de concours, mais également des frais de choco pour aller faire avancer leur dossier. Il y en a aussi qui passent comme ça sans rien donner. Il y en a qui passent
sans rien donner. Voilà. Un jour, une parenthèse, j'ai réalisé une interview avec l'ancien DG de l'ENAM qui me disait, l'année là, il y avait eu un Ben Skinner qui avait réussi au concours de l'ENAM. Il a réussi que ses anciens camarades sont venus faire du tapage à l'entrée de l'ENAM, que j'ai su qu'il était un ancien constructeur de moto. Il a réussi ce concours-là. Mais forcément, il y en a qui ont préparé quelque chose. Vous connaissez bien, il y a eu, il n'y a pas de longtemps, un gros problème qui est né de quelqu'un qui avait donné un peu d'argent pour le concours des NAM. Il n'a pas eu. Je ne vais pas évoquer le cas des avocats qui poussaient et tout ça là. Donc, l'argent pour les au magistrat. Ils n'ont pas porté l'argent pour donner au magistrat. Ils ont menti à leurs clients qu'ils allaient donner l'argent au magistrat. À qui ils n'ont rien donné. Ils ont pris est-ce qu'on est obligé, si on veut être un puritain, on dénonce. On attend que son dossier aboutisse. Si on ne veut pas et qu'on est pressé, eh bien, on est tenté, n'est-ce pas, de faire aboutir l'affaire. Maintenant, ce qui fait que cette corruption progresse, prospère, c'est parce qu'on a devant nous des gens qui sont censés dévoiler leurs biens, ne le font pas. On a précisé, on dit bien que c'est tout le monde, j'admets que c'est tout le monde, qui soit collabore, soit subit. C'est ça mon problème. Mais seulement, ce que tu dis n'est pas juste. Tout le monde n'est pas responsable. Justement, j'ai dit que la loi précise bien ceux-là qui doivent publier leurs avoirs. On sait bien qui doit publier ses avoirs. On commence par le chef de l'État, son premier ministre, ses ministres assimilés, les DG d'entreprise. C'est eux qui doivent publier. Mais sauf que à leur niveau, ça n'est jamais su. Personne ne sait combien le compte bancaire dispose M. Biya. Son premier ministre, personne ne peut vous dire. Personne. C'est là qui dénonce les corrupteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'eux après? Ils se sont protégés. Si Abel prend son téléphone et dit à la CONAC, voilà, je m'appelle Elimbi Lobe. On m'a demandé 60 000 francs quelque part. Est-ce qu'Abel ne va pas subir une deuxième agression? Du coup, Abel va se taire. Il préfère donner son argent. Et si jamais il a l'occasion de le dire à mon vision, il le dit, comme il le fait ce soir. Alors, donc, ce qu'il faut pour qu'on ne subisse pas, enfin, il y a deux tendances. Soit on dénonce, soit on coopère. Est-ce qu'on a institutionnalisé la corruption au Congo? Non, pas du tout. Pourtant, ça en a tout l'air. Oui, ça a seulement l'air, mais pas du tout. Je pense que vous n'êtes jamais venu devant un responsable qui a validé. Dès qu'il se rend compte qu'un de ses personnels est reconnu de corruption, je pense que même pour le bien-être, il réagit toujours. Donc ce n'est pas officiel. On ne peut pas institutionnaliser la corruption. Elle n'est pas institutionnalisée. C'est un mal qui est vraiment ancré. Nous devons combattre ce mal, mais ce n'est pas une affaire d'institutionnaliser. Ce n'est pas possible. Parce que vous-même, vous savez que, comme on est en train de bien expliquer, Abel vient de donner un exemple. Quand vous venez voir le chef, le chef va disant que la femme qui prend les 7 000 là, ce n'est pas elle qui consomme les 7 000. Elle est dans le couloir, dans la courroie de transport. Mais c'est pour ça que je parle, je dis que c'est bien ancré. Aucun responsable, vous ne viendrez jamais, un responsable va se dire que oui, il y a la corruption là. Non, ce n'est pas institutionnalisé. Si, ça. Non. Il va vous dire que ça n'existe pas. Il va vous dire que ça n'existe pas. Pourtant, vous voyez bien que la personne n'a pas été sanctionnée. C'est une affaire de personne. Ce n'est pas une affaire d'institution. C'est une affaire d'individu. Oui, c'est une affaire de personne, c'est une affaire d'individu. Ce n'est pas une affaire d'institution. Parce qu'il y a quand même ailleurs où ça passe sans problème. Quand un chef est au courant que la situation est comme ça, il descend, il enlève même. Moi, j'ai vu à la Quintini, quand mon père était à la Quintini, on est venu faire une levée de corps où une dame a traîné de nous faire les papiers pour aller prendre le corps. Quand on avait vu l'actuel SG du ministère de quand il a demandé que cette femme ne vienne plus ça, parce qu'elle n'était même pas à son poste. Elle s'est levée, nous avons demandé la table, nous avons attendu plus de 2 heures. Quand le chef est venu, il a dit qu'il a pris quelqu'un là, il dit fais les papiers à ce monsieur pour qu'il sorte le corps. Si la dame vient, dites-lui de venir me voir dans mon bureau. Et cette femme n'a plus jamais mis pied là-bas. Il y a des chefs comme ça. Ça se concourt dedans pour davantage crédibiliser l'institution, mais après. Non, comment Fred? Vous ne pouvez pas dire ça comme ça.
Non, ce n'est pas parce que quelqu'un conduit le Benz qui n'a pas une maîtrise en droit et qui n'étudie pas ses leçons tous les jours pour préparer son concours de l'ENAM. Enfin, je veux seulement dire que tout le monde ne passe pas par là. On a des enfants intelligents qui passent sans payer quelque chose. Cela, je ne suis pas en train de dédouaner ceux qui ont fait de ça un marché. Et je dis même que ce n'est pas bon. Je dis que ce n'est pas bon. Et ce n'est pas une affaire d'institution. Ce n'est pas une affaire d'État. C'est une affaire de personne. On tape sur les doigts, on sanctionne, on met en prison, on continue à voler. Est-ce qu'il faut continuer à mettre en prison, donc accentuer la sanction pour peut-être limiter la casse au niveau de la... Vous savez, Joseph Antoine Bell est venu me visiter et quand nous causions, nous parlions de ce que le chef de l'État a raison de déployer l'armée dans le Nozo. Nous étions tous les deux d'accord que le chef de l'État a raison. Et il a utilisé une métaphore, comme vous savez très bien qu'il en sait. Vous fermez le parapluie. Vous ne pouvez pas déployer l'armée parce qu'on veut attenter au territoire. Vous n'avez pas éliminé la menace et on vous demande de ramener l'armée dans les casernes. Alors ramenons ça à ce que nous disons. Vous ne pouvez pas mettre les gens en prison parce qu'ils font la corruption. La corruption n'est pas finie et vous vous fatiguez de mettre les gens en prison. Vous devez continuer à les mettre en prison. Tant pis. Si on se rend compte que tout le monde est là, les gens sont en train d'aller en prison et n'ont pas peur, on augmente la peine. Il y aura forcément une peine qui est dissuasive. Mais comment voulez-vous que les gens aient même peur de prison? Puisque même à l'intérieur de la prison, par le biais de la corruption, ils créent les conditions pour que la prison ne soit plus quelque chose qui les empêche de pratiquer la corruption. Quand vous organisez, quand vous avez des prisons dorées, quand les prisonniers eux-mêmes construisent des cellules, mettent du climatiseur, quand les prisonniers peuvent se retrouver dehors pour venir fêter les anniversaires à la maison, ils sortent pour dormir, aller faire l'amour à gauche, les femmes prisonnières sortent pour aller faire l'amour, les prisonniers hommes sortent pour aller faire l'amour. Mais ce sont les faits de la corruption. Non, je n'ai pas besoin d'être galant. C'est comme ça que ça se passe, on paye. Vous avez des grands prisonniers qui sont tous les jours, ils sont les voir dans la banque, ils font leurs transactions. À la fin, il peut être intéressant de voler 3 milliards de francs, d'aller 15 ans ou 20 ans en prison et sortir et continuer à jouir librement de l'argent qu'on a volé. Voilà. Cela veut dire que notre arsenal répressif ne crée pas le choc que nous souhaitons. Là, vous me rejoignez. Et à ce moment, le discours de Bema n'est pas bon. Parce que Bema est dans un discours chauvin où il faut défendre son régime à tout prix. Oui, c'est tout le monde. Non, je n'ai pas dit que c'est bon. Le président bien ne dit pas que c'est tout le monde. Moi, je n'ai pas dit que c'est bon. Je ne suis pas en train de dire que tu dis que c'est bon. Tu dis que c'est tout le monde qui est responsable. Oui, comme toi. Mais je te dis... Comme toi, Ben. Je te dis donc... Tu as donné 10 000. Moi, si je donne 10 000. Je donne. Parce que vous avez... Attends, c'est moi qui ai la parole. Oui, qui viennent, je vais aller leur montrer comment on donne 10 000. Ils viennent, on part, on fait le certificat de propriété ensemble, non? Mais M. Massinga n'a qu'à aller demander le certificat de propriété sur mon titre foncier. Ça ne sera pas ça. Ok, si on pense qu'on le connaît, je ne suis même pas sûr que la femme qui est là le connaisse. Il peut très bien, il ne faut pas croire que tout le monde connaît qui est Massinga. Massinga peut passer ici, sur 1000 personnes, une personne va le reconnaître. Donc lui-même peut aller chercher mon certificat de propriété sur le 16210. Allez chercher mon certificat de propriété. Vous me dites si vous allez payer 3 000. Tu dis que c'est moi, j'ai donné. Tu as donné, non? Oui, je te dis donc que même toi, oui. Si tu veux, va demander mon certificat de propriété demain. Toi, Bema. Oui. Va demander mon certificat de propriété demain sur le 16210. Non, je ne dis pas non. Parce que le certificat de propriété, c'est pas quelque chose que pour demander ça ne doit pas être ton titre foncier. C'est une information que le domaine te donne pour te dire qui est le propriétaire du titre concerné. Ah ben on ne dit pas non. Je suis en train de te dire que je ne peux pas considérer que tu es un partisan alors que tu es une victime.
On peut refuser d'être victime. Victime ou pas, on est acteur de la corruption. C'est ça le problème. Si vous prenez le problème comme ça, on ne résoudra donc pas la corruption. C'est justement ceux qui veulent qu'on ne résolve pas la corruption, qui veulent diluer les responsabilités des décideurs et des dirigeants, qui utilisent ce type d'arguments spéciaux. Non, on n'a pas dit. C'est-à-dire en apparence vrai, nous sommes tous responsables. Non. Si quand je demande un certificat de propriété, on me dit il est 3 000, je donne 3 000, on me donne un reçu, je ne demanderai pas à donner un franc de plus. Bon, si on vous dit aussi qu'il est 10 000, vous ne donnez rien. Si on me dit qu'il est 10 000, Ouais, vous ne donnez rien. Ça veut dire qu'on va produire un reçu en contrepartie. si on me dit qu'il est 10 000, Oui. j'attends tout naturellement qu'on me donne un reçu de 10 000. Voilà. Donc j'attends de voir sur l'imprimé qu'on va me délivrer du certificat de propriété la valeur 10 000. Or, je trouve là-dedans la valeur 3 000. Qu'est-ce que vous avez fait? Je n'ai pas les moyens de revendiquer ça. Parce que d'abord, je ne paye pas mon certificat de propriété à la recette des domaines. Je paye ça, c'est l'agent qui établit ça. Alors que je devais payer ça à la recette des domaines. C'est-à-dire que je devais aller chez le receveur des domaines, lui dire je veux un certificat de propriété, je donne 3 000, il me donne un reçu que je remets à l'agent qui exécute pour exécution. Or, les organisateurs du système ont court-circuité le receveur des domaines. Ça se paye au bureau où on te délivre le certificat de propriété. Ça marche comme ça depuis une centaine d'années. Je fais monter les sanctions. Je les rends encore plus rigides, plus dures. Peut-être cela ferait un électrochoc au sein de la société et ralentirait ou freinerait les dents de corruption. C'est ce que j'avais émis comme avis au départ. C'est-à-dire que vous avez cité des organes qui sont chargés de la lutte contre la corruption. Et vous me demandiez pourquoi est-ce qu'on a tant de mécanismes et puis après, plus on les crée, plus on a le sentiment que elle prend du tonus. Justement, on a créé des prisons. On s'est dit, ah tiens, ben voilà, c'est sûr qu'en prison, ils seront punis et puis la honte est dans, vraiment, ils seront mal dans leur peau. Je crois qu'aujourd'hui, ils nous prouvent que ils sont bien à l'aise. Je suis allé en reportage un jour dans une prison, j'ai vu un prisonnier tout de blanc vêtu. Tout de blanc vêtu, un prisonnier de luxe. Voilà même le mot qu'on a trouvé à ce genre-là. Vous comprenez ça? Il est en prison, mais c'est un prisonnier de luxe. En dehors de ça, on a eu un autre célébrer son anniversaire. Tout de blanc vêtu. Quelqu'un fait son anniversaire en prison. Sa chambre. Je vais fêter l'anniversaire en prison. Si. La prison n'est pas un endroit où tu organises des fêtes. Entre détenus, on peut organiser. Encore que ce n'est donc pas entre détenus. C'était pas entre détenus. Vous avez donc les non-prisonniers. vous avez donc des habits, des habits, les téléphones. Comment on fait pour avoir l'image là? Comment? Qu'est-ce que les téléphones portables font en prison? Ce que je veux dire, c'est que on a trouvé que les moyens de punition sont laxistes et amusants. Il faut donc pousser maintenant le bouchon plus loin. Il faut, quand je parlais de punir, quitte à couper les têtes pour que ça fasse mal aux gens, que quelqu'un avant de voler 1 milliard par exemple, avant de détourner ou de prendre de l'argent public, qui pense à ses enfants et se disent je voudrais les voir grandir. Mais s'il prend son argent et se dit bon, ils me verront grandir en prison, que c'est eux qui vont le voir grandir en prison, vous comprenez que ça ne sert plus à rien. Il faut donc les punir. Et pour que ça soit le cas, il faut à un moment donné prendre des décisions qui feront que c'est lui qui demande 3 000, qui demande 7 000, le 3 000, aura peur parce qu'il ne sait pas qui est en face de lui. Et que même la police, qu'on crée une police de la corruption, en dehors de la CONAC, c'est vrai qu'on a derrière plusieurs structures comme ça, mais qu'on crée des gens, un peu comme des agents de formation, qui viennent vers des structures comme ça, on a dit que c'est le MINDEF, le MINFI, le cadastre, le transport, c'est eux, les marchés publics,
les éducations, on comprend parce que chaque fois que quelqu'un veut changer de, c'est pas trop. Et si vous allez justement au cadastre, j'ai fait une remarque là-bas, c'est que la plupart des directeurs sont des plègues. Donc ils sont passés de leur ministère. Je connais au moins quand je faisais oui, bon, là pas de question. Mais sauf que quand la CONAF fait sa liste, vous allez voir les gens de l'éducation et ceux du cadastre qui sont parmi les plus corrompus. Ça veut dire qu'il y a donc une corrélation. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les punir pour que demain en allant en prison, que vous ayez honte et qu'on vous dépouille entièrement de tout ce que vous avez. Il faut punir, sévèrement. Moi-même, je suis d'accord. Hein. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas punir. Moi-même, je dis que la corruption, c'est une gangrène. Mais il faut. C'est comme ça que je ne dois pas punir tout le monde. On ne lutte pas. Non, j'ai parlé d'abord d'éducation. Parce que tel qu'on est en train de dire là, il faut déjà qu'on puisse déjà faire changer la mentalité. Mais cette punition fait partie des outils de l'éducation. Oui, ça, ce sont des gens qui sont déjà on va commencer à penser à ceux qui viennent. Donc, il faut commencer par la sensibilisation. Tout à fait, par l'éducation, oui, de masse, des enfants même de nous. Voilà, si on pense que notre génération est foutue, il faut qu'on évite que la génération qui arrive ne soit foutue. Donc, il faut mettre l'éducation en jeu. Il faut mettre cette sensibilisation en jeu. C'est de ça qu'il est question. Après la sensibilisation, il faut frapper. Il faut frapper. Non, il faut me frapper maintenant. Et je suis d'accord avec eux quand ils disent qu'il faut durcir les mesures de sanctions contre la prison même, parce qu'ils ont parlé même de la situation en prison. On dit que c'est devenu un peu laxisme. Moi, je n'étais pas là-bas, que c'est devenu un peu... Les gens se plaisent là-bas. Il faut que les prisons soient vraiment des prisons où on ne se plaît pas. Parce que si on dit que les gens font des anniversaires là-bas, en faisant arriver les invités, c'est ce que je comprends ici, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, il faut sanctionner. Mais je dis, pendant qu'on sanctionne ceux qui sont en action, qu'on prépare la génération future. Ça veut dire qu'on passe à l'éducation. Il y avait l'éducation civique, il y avait même l'éducation des mœurs. Si les parents eux-mêmes sont dedans. Ceux qui ont fait l'éducation civique de l'époque ont été des grands acteurs de la corruption au Cameroun. Donc vous n'allez pas nous demander ou nous envoyer dans ce qui aurait... Non, il faut le faire. Un élément qui n'a pas... Il faut le faire. C'est l'éducation. Parce qu'il faut que les gens sachent que ce qu'ils font est mauvais, mais ils le font quand même. D'accord. Abel, on sort avec vous. 2 minutes, s'il vous plaît. Je voulais dire à Bema, qui essaye dans sa propagande, il veut défendre le RDPC. C'est pas une affaire, on n'est pas en train c'est moi qui parle. On n'est pas en train d'accuser le RDPC. Voilà. On est en train d'essayer de susciter une reprise en main de la lutte. Et tu te bats à démontrer que non, la lutte est menée, elle n'est pas bien menée. Oui, mais elle est menée. Non, elle n'est même pas menée. Il faut qu'on retrouve. Elle n'est même pas menée. Okay. Tel que les choses se passent, il n'y a pas effet dans les mentalités qu'une lutte réelle est en train d'être menée. Et à cause en partie des discours comme le tien. Je vais te donner un exemple. Très rapidement. C'est toi qui acceptes qu'on recrute ton enfant comme 110e élève de la classe? Parce qu'il y a 2 choses. Tu viens demander au proviseur de recruter ton enfant. Le proviseur te dit, la classe a déjà 60 élèves. Je ne peux plus prendre. Et tu pars traîner au quartier avec ton enfant. Ou bien, un rabatteur du proviseur vient te voir. Quand tu es déçu et désespéré, donc tu es en situation de faiblesse, pour te dire, non, le proviseur t'a dit comme ça, mais si tu donnes 100 000, on va prendre l'enfant. Tu pars, tu donnes 100 000 et on inscrit l'enfant, tu es 110e nom. C'est toi qui as accepté ça. Ou bien, le proviseur a créé les conditions. Parce que quand le proviseur te dit que la classe est remplie à 60 élèves, lui il est déjà à 100 élèves. Il est en train de te mentir. Il est en train de te mettre en situation de détresse. Et enfin, tu dis, tu es co-responsable.
Parce que comme tu as accepté que ton enfant entre comme 110e élève, tu es co-responsable. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir comme leçon à Belle? Il nous reste moins d'une minute. La justice est ce qui élève une nation. Dit Proverbe, le roi Salomon. La justice. Faisons ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que ce sont les agents publics qui sont les générateurs des comportements de corruption. C'est eux, principalement. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent, ils abusent des pouvoirs qui leur sont conférés pour créer des situations auprès des usagers des services publics pour que l'usager vienne corrompre. Qui les accompagne? Quand j'ai été de ceux qui vous disent ici par rapport à la douane que ceux qui corrompent les douaniers, c'est les hommes d'affaires, non? C'est les hommes d'affaires. Pourquoi? Parce que le douanier agit vis-à-vis de l'homme d'affaires comme quelqu'un qui détient le pouvoir de nuire à l'homme d'affaires. Et face à ça, l'homme d'affaires devient quelqu'un qui doit mettre en jeu un système pour contourner la nuisance du douanier. La preuve, c'est que quand on dématérialise, le même homme d'affaires paye ses droits de douane et la corruption baisse parce qu'on a dématérialisé, on a enlevé l'acteur humain Merci dans le circuit. On a compris exactement ce que vous voulez dire. On va prendre les SMS, il nous reste à peu près 4 minutes si la réalisation nous le permet. Bonsoir LTM. Nous voulons, nous militants du RDPC, prions M. Abel Elimbilobet de rejoindre le parti. Non, je ne viens pas dans votre parti. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Il faut lui dire ça une fois. Laissez-moi finir. Que je ne viens pas dans le parti. Il n'a plus sa place dans l'opposition qui, en ce moment, est infestée par des personnes inexpérimentées et aux idées rétrogrades. C'est lui, Armel Owonam, depuis Yaoundé, qui nous a envoyé son SMS. Good evening to all of you in the studio. I love your program. Continue to educate Cameroonians. I wish to praise Mr. Elimbilobet for his political clairvoyance and frank parler. Only people like Elimbilobet can bring salvation to the country. Frédéric Mobela à Limbe, c'est un homonyme également. Bonsoir à vous sur le plateau. Le RDPC a tout gagné et gère comme il veut. Il impose aux Camerounais de ne voir que certaines têtes et n'entendre que c'est un nom, comme si c'est le personnel qui manque dans ce parti. Et ces gens doivent simplement savoir qu'ils ont 4 ans pour prouver par les faits et les actes concrets que les Camerounais ont eu raison de leur faire confiance. Enfin, le président va un peu respirer, on ne tirera plus sur lui pour tout et pour rien. Tout à fait. Les gens ne marcheront plus pour le chasser, mais plutôt pour débarquer les conseils des régions. Pour que la lutte contre la corruption fonctionne au Cameroun, il faut que la sanction ou la punition s'applique immédiatement sur celui dont on a la preuve qu'il a la pratiqué. Dans le cas contraire, ce sera toujours à la tête chercheuse. Elimbilobet brille ce soir par son réalisme. Dites-lui que le verset qu'il cherchait, c'est Proverbe 20, verset 39, superbe émission de David depuis le Gabon qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est toute une Bible qui nous a été envoyée. Je suis très surpris par l'intervention de M. Abel Elimbilobet qui pense que c'est les maires qui préparent les dossiers techniques des projets communaux. Les communes, en plus des maires, ont un service des projets. Lire bien la loi sur la décentralisation indique bien que c'est à compter de 2023 que cette décentralisation prendra corps avec tous les textes d'application. Les régions sont un démembrement de l'État et tous les Camerounais sont chez eux partout au Cameroun. Monsieur Elimbilobet, ce n'est pas qui veut, mais qui peut être maire ou conseiller régional dans les régions autres que celles dont il est originaire. Et davantage, il va plus loin. Il vous dit, le plateau est un grand débat, est un lieu de grand débat pour
le peuple, vous n'êtes pas le porte-parole du peuple Sawa, il ne rend pas service à ce peuple hospitalier. Les Sawa doivent s'investir massivement dans la politique pour espérer avoir les places importantes. Pourquoi? Parce que vous croyez que vous, dans votre communauté, vous êtes trop investi. On ne va pas rentrer dans ce débat. Donne-moi le bic, s'il te plaît. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Abel Limilba a raison à 100%. Ce problème doit être pris en compte et très au sérieux, puisque plus tard, cela va encore soulever des émeutes. C'est Jean-E d'Alimbe qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous, je suis Monsieur Tung Emile. Vous êtes bloqué sur l'expérience de la décentralisation, ça qui est où et comment. Toutes ces personnes sont aux affaires depuis longtemps et sont le reflet du niveau de développement du Cameroun. Si l'on peut nous certifier que le bilan du renouveau est positif, par récurrence, on sait ce qui adviendra de cette décentralisation qui malheureusement retombe dans les mains d'une colonie d'échoueurs. Monsieur Limilobert surprend quand il fait l'apologie des incompétents qui devraient plutôt assumer le marasme dans lequel le pays est englué aujourd'hui. C'est une réaction qui nous a été envoyée ce soir. Une autre, bonsoir à vous sur le plateau. Le maçon sera jugé au pied du mur. Attendons de voir ses conseils régionaux à l'œuvre. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur dans le cadre de cette émission ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour appuyer ce que M. Limilo venait de dire, lisez l'article 306 du Code des collectivités territoriales décentralisées, c'est JP de Niala, qui nous revient en disant les missions sont la sensibilisation et la dénonciation pour ce qui est de la corruption. Il faut que les uns et les autres fassent valoir le droit numéro 1 devant la CONAC. Il a précisé en donnant le numéro vert de la CONAC, nous n'allons pas le donner ici, mais plusieurs autres messages continuent d'arriver dans le cadre de cette émission. Un peu plus de 200 messages à cette heure de la soirée, mais le temps imparti à ce programme est largement arrivé à son terme. Merci à vous, Aloïs Onana. Je sais également que vous avez pris la peine de rapidement rallier Douala, puisque j'étais à Yaoundé dans le cadre de vos activités. Merci encore d'être venu à tout au clair de ce mardi. Merci également au docteur Bema qui lui va continuer la fête avec ses camarades du RDPC pour ce qui est de l'élection de ses bureaux des conseils régionaux. Merci à vous. Également merci à Belimbe Lobert d'être venu encore ce soir. Mesdames et messieurs, c'était tout au clair de ce mardi. Nous avons parlé de ces nouveaux exécutifs des conseils régionaux, mais nous avons également fait un clin d'œil à la lutte contre la corruption. Les organisations sont unanimes sur la question. Il faut davantage sanctionner. Peut-être sera le salut au-delà de l'éducation et de la sensibilisation des masses. Bonsoir encore, mesdames et messieurs. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé les SMS, tant sur notre page Facebook, mais également sur les WhatsApp et les messages classiques. Prenons langue ce mercredi 21h. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir.